Salut à tous et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous regardez votre émission, Le Coin de l'entrepreneur, et aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre d'une dame, qui fait des choses merveilleuses à travers le Genius Muna, autrefois Genius Center. Elle va nous dire pourquoi le nom a changé tout à l'heure, qui est un réseau qui permet aux enfants de développer leur créativité, leur leadership à travers l'apprentissage et de l'informatique. On en parle juste derrière. La dame dont je vous parlais tout à l'heure s'appelle Danielle Akini. Danielle Akini, bon après-midi. Merci Ferry. Comment vous allez? Ça va, hein, on sort du confinement. La gorge un peu rouillée, mais ça va et on reprend le boulot en pleine forme. Oui, ça se voit que Danielle pète la forme. Alors comment se porte le Genius Muna, qui est autrefois Genius Center? Comment se porte le Genius Muna? En très bonne forme. On a profité du confinement pour rectifier, rectifier le tir sur certains éléments sur lesquels on tardait à travailler. Donc on a profité du confinement pour retravailler certains dossiers et là on est en train de préparer le relancement des activités pour la semaine prochaine. D'accord. Pourquoi Genius Muna aujourd'hui? On connaissait le Genius Center. Qu'est-ce qui a changé? Il faut dire qu'en décembre 2014, lorsque j'ai eu l'idée de commencer à initier les enfants à la programmation, moi je voyais en fait, j'avais juste envie d'apprendre aux enfants à coder, mais je n'avais pas pensé à la création d'une entreprise ou d'une association. Je n'avais pas pensé à tout ça, donc je me suis dit, je vais ouvrir un centre où les enfants vont venir apprendre à coder. Maintenant, en ouvrant le centre à Bonapriso, j'ai des parents de Yaoundé qui m'en voulaient carrément. Pourquoi seulement Douala? Il y avait des parents de Bonamoussa qui dit pourquoi seulement Bonapriso? Ceux de Yassa, nous on habite loin, ça créait des problèmes. Il a fallu donc étendre le concept sur le plan géographique. Après, maintenant, on est passé à la gestion. On a eu plusieurs centres. C'est pour ça qu'à un moment, on a ajouté S dans notre nom, devenu Genius Centers. Et avec la gestion de plusieurs centres, c'était compliqué sur le plan logistique. C'était un peu fatigant. On a dit, on va arrêter de créer des centres parce qu'on a de la demande à Abidjan, on a de la demande à Paris, on a de la demande un peu partout. On va arrêter avec la création des centres parce qu'on n'est pas... L'idée, c'est pas de gérer les loyers partout et de gérer la logistique partout. L'idée, c'est d'apprendre le code aux enfants. On va revenir à ce que nous, on a envie de faire à la base. Aux fondamentaux. Aux fondamentaux, merci. Et donc, on a franchisé le concept. Et donc, on fait des partenariats avec ceux qui ont déjà des locaux. Et ils implémentent le concept de Genius Muna. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a commencé à implémenter il y a 2 ans. Sauf que implémenter ce concept en communiquant sous le nom Centers, ça portait à confusion. Ça portait à confusion parce que les gens nous renvoyaient toujours en centre. C'est pour ça qu'on a changé le nom à Genius Muna, d'autant plus que le concept se déploie dans les écoles, et également dans les domiciles où les enfants à la maison peuvent apprendre à coder. Le cœur de cible de ce concept, ce sont les enfants avant. 4 à 17 ans. 4 à 17 ans. Et Muna, c'est veut dire enfant dans une langue africaine. Voilà. La quasi-totalité des langues au Cameroun comprennent quand on dit Muna. Oui, des langues africaines en général. Voilà, comprennent quand on dit Muna. La même racine. Exactement. D'autant plus qu'en pidgin, on dit enfant, c'est Muna. Alors, Danielle Akini, vous êtes une passionnée d'informatique. C'est ce que vous faites aujourd'hui en essayant de transmettre l'héritage aux tout petits. J'ai présenté le Genius Muna tout à l'heure comme un réseau qui initie les enfants au leadership, à la créativité à travers l'apprentissage de l'informatique. Est-ce que j'ai cité tout ce que vous faites? Est-ce que j'ai été assez clair? Ferry, tu as été assez clair. Je vais juste préciser que derrière tout ça, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'en fait, on a constaté que les enfants aujourd'hui s'intéressent à la technologie énormément. Mais allez voir au fond, qu'est-ce que ces enfants font avec la technologie? Ils jouent TikTok, Snapchat,
Donc en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est les vidéos, c'est des jeux. Mais parmi ces enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de faire plus que ça. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'utiliser l'opportunité que l'accès à la technologie leur offre pour se développer. Ils n'ont pas toujours les outils ni l'accompagnement pour le faire. Les parents non plus ne sont pas outillés pour aider les enfants à s'épanouir dans ce monde-là. Les écoles sont aussi en arrière. C'est la raison d'être du Genius Muna, où nous apportons donc, que ce soit aux écoles, aux enfants, aux parents, les ressources nécessaires pour se positionner dans la technologie, non pas comme des consommateurs, mais comme des créateurs. Comme des acteurs. Qu'est-ce qu'on fait concrètement donc les enfants apprennent à créer des applications mobiles. Les enfants ici qui créent des applications Android, des applications iOS. Les enfants apprennent à créer des jeux vidéo. Les enfants apprennent à créer des sites web. Les enfants fabriquent des robots. Ah bon? Oui, je pense que je pourrais vous montrer peut-être quelques prototypes tout à l'heure. Donc on a des enfants, on a des enfants qui fabriquent des robots, donc ils font pas mal de trucs intéressants en technologie et ils utilisent des outils qui sont tout à fait accessibles à leur âge. Ça peut surprendre, mais c'est quelque chose qui se fait depuis des années dans d'autres pays comme la Chine, l'Inde, de plus en plus aux États-Unis, parce que même eux, ils étaient en arrière. Quand ils ont vu le développement de l'Asie, ils s'y sont mis aussi. De plus en plus aussi en Europe, on initie les enfants à la création du contenu, à la création de la technologie. Oui. Est-ce que ces enfants apprennent facilement? Dans un contexte marqué par la fracture numérique entre les pays que vous avez cités préalablement, enfin les continents, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, est-ce que les enfants ont des prérequis qui vous facilitent le travail, qui vous facilitent l'apprentissage? Ils n'ont pas tous les prérequis, mais c'est notre travail de leur donner les prérequis. Le niveau d'entrée chez nous, c'est niveau 0. S'il y avait un autre niveau avant d'entrer chez nous, on ne ferait pas vraiment, on n'accomplirait pas vraiment notre mission. Notre mission, c'est justement de prendre les enfants du niveau 0, moins 0 même, et de les amener au top niveau. Donc, les outils que nous utilisons sont des outils adaptés à un enfant qui ne connaît vraiment rien, qui n'a même jamais entendu parler d'un ordinateur. Et on l'amène de ce niveau au top niveau. Cet enfant, vous l'amenez que ce soit aux États-Unis, n'importe quel pays, l'enfant il est au top niveau de la technologie. C'est un langage universel. L'enfant au top niveau de la technologie parce qu'on a des enfants qui ont remporté, qui se sont imposés sur le plan international en termes de compétition. Donc, qui sont partis du Genius Muna. Bien évidemment, des enfants qu'on a encadrés ici qui s'imposent sur le plan international. Donc, c'est combien d'enfants à ce jour? Parce que vous êtes là depuis 2014 ou 2015. Disons, le tout premier atelier a eu lieu en décembre 2014. Mais c'est une évolution progressive parce qu'au départ, comme je disais, ce n'était pas un projet d'entreprise. C'était juste l'implémentation d'une passion. Et donc, je faisais ça à temps partiel avec mon boulot. Donc, pendant les vacances, parfois, je faisais des petits ateliers. Et au fur et à mesure, ça a pris de la place dans ma vie. Au point même de me virer, de m'obliger à laisser mon boulot pour me mettre à temps plein pour Genius Muna. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça donne du boulot aux Camerounais. C'est combien d'enfants que vous déjà formés, déjà initiés environ estimativement? Si je dois compter ceux des écoles, nous sommes à plus de 10 000 enfants qu'on a déjà formés. Maintenant, il faut dire que nous faisons de la formation et non de la sensibilisation. Vous avez des activités où on dit oui, on apprend aux enfants à coder, on fait une activité pendant 2 heures, c'est de la sensibilisation. Nous, on ne fait pas des activités de 2 heures. Les programmes durent au minimum, ceux qui sont les plus courts sont de 2 semaines et l'enfant vient tous les jours, donc ça fait 30 heures, les programmes les plus courts chez nous. C'est vraiment un programme où un enfant entre, il apprend à faire quelque chose, il réalise un projet et il présente son projet à une communauté. C'est plutôt une initiative, on va dire, exceptionnelle au Cameroun où les enfants sont généralement tournés vers autre chose. Vous avez développé, Daniel, un partenariat avec le ministère de l'Éducation. À quel niveau êtes-vous avec ce partenariat? Et en quoi cela consiste-t-il concrètement? Parce que vous êtes dans un travail d'éducation à l'informatique.
En quoi ça consiste? À quel niveau êtes-vous aujourd'hui? J'aimerais mieux ne pas entrer dans ce dossier. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets en instance. D'accord. Et vu l'environnement, parce qu'on est dans un environnement, c'est vrai, il faut parler, il faut s'ouvrir, mais aussi dans un environnement un peu pervers, un peu concurrentiel. Oui. Donc il y a moi personnellement, il y a des choses dont je n'aime pas parler tant que je ne suis pas arrivée à un certain niveau. Oui. Disons que nous sommes encore à une phase un tout petit peu délicate et c'est la raison pour laquelle on n'a pas vraiment, non seulement on n'a pas communiqué dessus, je ne sais pas comment tu as l'information. je suis journaliste. Et on n'a pas communiqué dessus et pour le moment, je crois que bientôt on pourra communiquer en grande pompe. D'accord. Mais pour le moment, on veut rester encore un tout petit peu discret sur la question. D'accord. Bon, c'est votre droit le plus absolu, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la création, de la genèse de ce centre, parce que Daniel, vous avez quitté le Cameroun après le bac, vous êtes formé en Côte d'Ivoire. Oui. Je me suis bien renseigné. Oui. Alors, quand vous revenez ici, vous travaillez pour quelqu'un, mais vous gardez au fond de vous l'envie de mettre en pratique ce que vous avez appris, c'est-à-dire l'informatique. Qu'est-ce qui a été le déclic, la principale motivation qui vous a mené à cette initiative? La principale motivation, où est-ce que vous l'avez trouvée pour mener à bien cette initiative aujourd'hui? Il faut dire que moi, je n'ai jamais, quand j'étais à l'école, sur les bancs, je ne rêvais pas d'être entrepreneur. Parce qu'à l'école, j'ai fait une école d'ingénieur où on nous a dit que déjà on payait la scolarité quand même beaucoup plus cher que la plupart des gens dans le pays. Oui. Donc c'était une école d'élite. Et on nous a dit que quand vous sortez d'ici, voilà les rangs de salaire que vous avez. Voilà, donc moi je savais que quand je sors de l'école, si je n'ai pas au moins 600 000 pour commencer, je ne travaille pas. Oui, on se faisait m'appeler JCD, ce qui veut dire jeune cadre dynamique. Donc voilà, parce que moi, ma scolarité, j'ai fait une école privée à l'université. Je l'ai payée toute seule. Donc j'ai fait des petits jobs, restaurants et tout. Je me suis débrouillée pour pouvoir payer ma scolarité parce que je miroitais. Un mirobolant salaire. J'ai miroité le salaire. Voilà. Je savais que quand je finis avec ce diplôme, moi c'est vraiment minimum. Si un employeur doit me parler, si c'est pas à partir de... Vraiment 500 000, c'est que j'ai même pitié de lui. Il faut que ce soit au moins 600 000 la première année, mais à partir de la deuxième année, au moins 800 000. Oui. Donc voilà ce que nous, on nous a mis en tête quand on était à l'école. Oui. Sauf que la guerre, la crise post-électorale démarre en Côte d'Ivoire, je suis en 4e année. Oui. Donc je ne finis pas l'école. Et la cité universitaire où j'habitais a été prise d'assaut. C'était vraiment très risquant de vivre là-bas. Oui. Et je suis allée me réfugier chez des amis. Et il y avait des morts tous les jours. C'était la première fois de ma vie d'entendre un coup de feu. Vu l'état au Cameroun avant, si aujourd'hui on a quelques crises au Cameroun, avant c'était très calme. Moi j'avais jamais... Il y a eu des crises en 92 peut-être, mais j'étais très petite donc je ne m'en souviens pas. Donc j'avais jamais entendu un coup de feu, l'histoire où on peut tuer quelqu'un avec une arme à feu, je ne savais pas. Et j'arrive en Côte d'Ivoire, je cause avec quelqu'un aujourd'hui, on me dit demain que les coups de feu de la nuit, c'est lui qu'on tuait. J'ai été traumatisée. Et je suis rentrée avant même d'avoir fini l'école. Oui. Donc quand j'arrive au Cameroun, le gros salaire qu'on m'a fait miroiter, on n'a pas fini de me préparer à le recevoir. D'accord. Et j'arrive au Cameroun aussi, je ne suis pas préparée, je ne suis pas prête pour le milieu professionnel parce que non seulement je n'ai pas fini ma formation, bref, j'ai du mal à m'insérer au Cameroun. C'est vrai que j'ai déjà validé une licence professionnelle parce que j'étais en année maîtrise, mais j'ai vraiment du mal à m'insérer. Et les petits business que je faisais en Côte d'Ivoire, je développais des applis pour des cabinets, j'avais mon petit restaurant. Je ne pouvais pas porter mon restaurant et mes clients de cabinet pour venir avec ici. Surtout que Internet à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. Oui, il y a 10 ans, on se débrouillait encore. Oui, Internet, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc quand on quittait le pays, on le quittait vraiment, quoi. Oui.
Donc quand j'arrive ici, je suis vraiment perdue. Je dis, bah ça va, je sais quand même faire quelque chose. J'ai travaillé, j'ai fait des applis pour les cabinets. Oui. Je peux refaire ça ici. Je commence à faire des propositions. J'achète une imprimante, une rame de papier. J'imprime des CV, pam, 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 pam. Une rame de papier, c'est 500 CV. 500 CV à oui. ça? Oui, j'ai distribué. Vous avez fait ça? Bah oui, puisque la rame de papier est finie, je n'ai imprimé que les CV et qu'une rame de papier à 500. Oui. J'ai distribué, j'ai marché de Aqua. Je me souviens, je connais toutes les rues d'Aqua. Oui. Je connais même toutes les petites entreprises qui sont à Aqua. Aqua, Bonapriso, Bonanjo, Bali. J'ai marché, sillonné, j'ai déposé partout. Devine combien de coups de fil j'ai reçu? 500 coups de fil. J'ai reçu 3 coups de fil sur les 500 CV. Sur 500 CV. J'ai reçu 3 coups de fil. Ah ça, c'est impressionnant, non? Ah oui. Je dansais à chaque coup de fil. Le premier coup de fil, on m'appelle, on me dit oui, on a reçu votre CV. Je vois que vous dites que vous êtes développeuse en informatique. Je dis oui, je suis développeuse. Avec les grosses épaules là. En classe, j'étais la meilleure codeuse. Oui. Et on me dit mais tu sais faire quoi juste en informatique? Je dis bah je sais créer des applications, je peux créer, je maîtrise Oracle. Je commence à lister mes aptitudes, je ne vais pas dire mes compétences. Oui. Parce que quand on sort de l'école, on a plus des aptitudes, on n'a pas vraiment des compétences. Oui. Les compétences, on les acquiert sur le terrain. Donc, je commence à lister mes aptitudes et le monsieur me dit, bah, vous les filles, il dit, non, il dit, tu sais, le cours d'informatique, ça ne marche pas vraiment au Cameroun. Ce que je te propose, j'ai une meilleure opportunité pour toi. Je peux t'amener en Italie, tu vas aller dans un bateau de pêche, tu vas nettoyer des poissons dans le bateau et ça, avec ça tu gagneras mieux parce qu'avec l'informatique que tu as fait, tu ne trouveras pas du travail ici. Hein. Ah. J'ai dit waouh, je reste comme ça, j'ai dit waouh. Donc tous les jours, je me levais à 5 heures pour aller dans mon restaurant chercher l'argent pour payer l'école. C'est pour aller ramasser les poissons dans un bateau. Je ne fréquentais même pas. Et je commençais une fois les poissons avant même le bac. Il dit donc j'ai fait tous ces efforts pour rien. Elle dit monsieur laissez-moi chercher encore un peu. Si je ne trouve pas, je vais venir vous voir. Curieux comme proposition quand même. Hein? Oui, ça m'a marqué, ça m'a aussi choqué parce que ça m'a fait remettre en question, ça m'a fait repenser. Tout ce que j'ai fait c'est pour rien. Oui. Est-ce que c'est une proposition que vous aviez comprise? Parce que vous veniez en tant qu'informaticienne, mais on vous propose un voyage pour ramasser du poisson. Du poisson. C'est comme un cheveu dans une soupe là. Du poisson, ramasser du poisson. Avec, j'ai trouvé ça, c'était très lourd pour moi. Oui. Après j'ai reçu un autre coup de fil. Et là j'ai passé, je ne vais pas lister l'entreprise, mais c'est une entreprise quand même assez connue. Oui. Quand on m'a dit on vous appelle de telle entreprise, j'ai dit waouh. Je suis partie à l'entretien, j'ai été reçue par le DSI de la boîte, qui était très convivial. Oui. Et en fait, il m'a dit, je t'ai appelé, j'ai vu ton CV que j'ai trouvé intéressant, mais je ne t'ai pas appelé pour t'offrir un boulot, mais je t'ai appelé pour te donner des conseils. Ok, merci. Il dit, bon, je vois que tu as mis en avant ton profil de développeuse. Mais tu sais, tu auras du mal à trouver du travail au Cameroun. Beaucoup de gens ne vont pas t'appeler parce que actuellement on ne recrute pas les développeurs au Cameroun. On importe des solutions. Tout à fait. Et justement à l'époque, on importait plus des solutions qu'on en développait. Oui. Si aujourd'hui on recrute beaucoup les développeurs au Cameroun, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Je dis ok, il me dit moi je te propose plutôt de t'orienter ailleurs, peut-être faire du réseau, parce qu'on recrute beaucoup les gens qui font réseau. Donc il me donne des conseils d'orientation. Je dis merci beaucoup pour les conseils, vous n'étiez pas obligé de me donner des conseils. Mais je vais quand même persister parce que ma passion c'est le code, c'est pas le réseau. Oui. Et j'ai envie de travailler pour ce qui me passionne. C'est comme ça que je me sépare du monsieur. Oui. Et le dernier coup de fil que je reçois, c'est une entreprise qui me propose un stage.
Bien payé quoi. Non, non rémunéré. J'avais déjà mes ambitions. En fait, plus je déposais les CV, plus les zéros diminuaient, les centaines de mille diminuaient dans mes ambitions. Et là, mes ambitions étaient déjà peut-être dans 50 000. Hein. Mes ambitions étaient déjà vraiment descendues. De 500 000 francs, 50 000 non, francs. c'était déjà descendu. Ça, fallait le faire. Mes ambitions étaient déjà très basses. Et donc j'arrive, on me dit oui, vous ne connaissez rien, votre CV descend d'abord bien, mais on peut vous donner l'opportunité d'apprendre. On vous prend en stage, vous allez travailler sur un projet, vous allez avoir un spécialiste qui va vous encadrer, vous allez pouvoir apprendre. J'ai dit super, c'est quoi la rémunération? Non, ici on ne paye pas les stagiaires. Hein. Quand on va voir ce que vous savez faire en tant que stagiaire, là, on va voir maintenant si on peut, si vous pouvez être rémunéré. J'accepte, est-ce que j'avais l'autre? Comme on dit souvent, je fabrique. C'est comme ça que j'accepte le stage, mais j'ai dû faire 2 ou 3 mois là-bas. Oui. J'ai quand même appris pas mal de choses. Je remercie toujours le maître de stage avec qui je suis toujours en contact. Oui. Mais après, la boîte tourne mal, la boîte finit par fermer, je me retrouve encore au quartier. Je dis que je suis fatiguée. Je comprends que tout fonctionne par réseau et il faut que je cherche les réseaux. Parce que l'histoire de déposer là, il n'y a même plus l'argent pour acheter l'encre et la rame de papier. Donc vous devenez donc entrepreneur par dépit. C'était faute d'avoir trouvé un travail confortable et bien rémunéré. Oui, je commence un peu des activités d'entrepreneuriat à ce moment-là, un tout petit peu, mais après, maintenant, je réussis à avoir un stage dans une entreprise où j'apprends effectivement, et de là, je suis recrutée dans une entreprise. C'est comme ça que ma carrière commence. Et donc, quand je commence à travailler, ma carrière démarre d'une entreprise comme tout le monde, à une autre, on passe à une autre. Et un jour, j'en ai marre. Je dis, je ne veux plus travailler. Marre de travailler pour autrui? Oui, j'en ai marre. De quoi? J'en ai marre j'en ai marre en fait de travailler peut-être pour un projet qui ne me passionne pas, de travailler peut-être pour la vision d'une autre personne. Bref, je l'avoue, je fainéantise un peu. J'en ai marre, je dis je ne travaille plus. Au fond, parce que je ne me sentais une âme plus libre. Parce que... Oui, si j'ai fait le restaurant étant étudiante, il faut avoir l'esprit entrepreneurial pour le faire. Donc j'arrête de travailler, je vais rester à la maison, je m'investis maintenant dans le développement de communautés. Je rentre dans le bénévolat, notamment je rentre dans les incubateurs, je rentre dans le Google Developer Group où je m'investis vraiment dans le développement de communautés et je fais des activités en freelance qui me donnent de l'argent, qui me permet de vivre. En freelance, je développe des applications, je développe des sites web et autres. Et c'est comme ça que je suis remarquée par Google, qui m'invite aux États-Unis pour un sommet mondial des développeurs. Super. Oui, et je suis allée faire la belle. Racontez-nous un peu cette expérience états-unienne. Comment ça s'est passé? Quand Google vous a invité, quel a été votre sentiment? Quand Google m'a invité, il faut dire que j'ai essayé d'aller en France quand j'étais étudiante. On m'a refusé le visa. Du coup, ça restait quand même aller à Mbeng. C'est un luxe, quoi. C'est un luxe. Et donc, quand Google m'invite, je n'informe même pas ma mère parce que, bon, tout le monde prend ça comme une arnaque. J'informe seulement une de mes tantes pour dire que... Non, c'était un de mes oncles. Je lui ai dit que Google m'a invité, mais je dois... Ils ont tout envoyé, tous les documents, ils ont dit qu'ils vont tout payer. Il dit, les choses d'Internet là, c'est sûr que c'est faux. Après, parce que j'avais besoin de 100 000, oui, j'avais besoin de 100 000 en fait pour payer les frais de visa à l'ambassade des États-Unis. Parce que je devais payer le visa moi-même et on devait me rembourser après. Il dit que l'histoire même que tu dois sortir 100 000 là, c'est le vol. C'est un ami qui a dit que tiens 100 000, va d'abord voir. Et puis je paye et on me donne le visa. Je n'avais pas de compte bancaire. Ou plutôt il était vide. Je ne suis même pas partie avec le relevé de compte parce que ça sert à quoi d'aller avec un relevé vide. Voilà. Donc je partais aussi comme ça. Et puis on me donne le visa et nous tous, excusez-moi l'expression, Wanda. On est surpris, comme on dit au Cameroun. Une Vilapse qui a le visa. Ok, et puis j'y vais. Tout le monde dans ma famille était sûr que je n'allais pas revenir. Attends, je galère ici et puis je vais aux États-Unis, je reviens faire quoi. Donc j'arrive là-bas et c'est comme ça qu'on fait
Je rencontre d'autres développeurs. Parce que j'avais toujours eu le mythe du développeur indien qui est trop fort parce qu'on disait que le summum de la technologie, c'est en Inde. Oui. Et là, je côtoie des Indiens que je ne trouve pas particulièrement plus forts que moi. On fait les mêmes choses. Je leur montre quand même des choses. Ils ne sont pas plus forts. Oui. Et donc, je comprends qu'en fait, ce n'est pas une histoire de race. Oui. Ce n'est pas une histoire de pays. C'est une histoire de personnes. Et c'est une histoire d'environnement, c'est une histoire d'éducation. Oui. Je rencontre également une organisation qui fait dans l'apprentissage du code pour les enfants, qui m'approche, qui me demande si je peux les représenter au Cameroun. Je prends le contact. Oui. Et donc, quand je reviens au Cameroun, l'idée continue à germer dans mon ventre. Et puis un jour, je crée le site Genius Center. Oui. Et c'est parti. Et voilà, on est où on est aujourd'hui. Ouais, j'avais pas imaginé tout ça. L'expérience aux États-Unis vous a fortement impacté? Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez patriote. Et pour moi, en fait, je pense qu'il est de ma responsabilité de laisser un Cameroun meilleur aux générations à venir. Tout à fait. Parce que je suis reconnaissante de ce que ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Je suis reconnaissante du travail qu'ils ont fait et dont je bénéficie aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une certaine indépendance que nous n'avons pas encore. Je crois qu'il est de la responsabilité de notre génération de lutter pour avoir cette indépendance et la laisser aux générations à venir. Intéressant. Mais vous avez l'air très optimiste quand vous parlez comme ça, mais dans l'une de vos interviews, vous affirmez que vous n'étiez pas programmé, sociologiquement programmé pour réussir. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Si vous regardez le contexte dans lequel je viens, vous allez comprendre que je ne sais pas. C'est quoi ce contexte-là? Je viens d'un contexte où on vivait avec, mon père adoptif gagnait 30 000 au mois, on était 8 à la maison, donc on était en location, ma mère gagnait 15 000 au mois, ça fait 45 000 pour une famille de 8 personnes. Ça fait combien par personne? Je ne sais pas, ça doit faire moins de 1500 par personne en plein Yaoundé. Maintenant vous payez le loyer, voilà. Mais on dit qu'il faut combien à chaque personne par jour, voilà. Donc on était vraiment en deçà de la pauvreté. Et moi, tout mon cursus scolaire, j'ai fait que le public. Et même le public, c'était difficile à payer. Parce que parfois, l'école, je commençais l'école même 2 semaines, 3 semaines après la rentrée. Donc, est-ce que vu vos origines que vous semblez décrire comme étant modeste, on va dire que... Extrêmement modeste, c'est bien dire parce que... Modeste, c'est un euphémisme de le dire. Oui, la télé, j'ai connu la télé à la maison quand j'avais déjà, je crois, 18 ans. La télé, c'était toujours chez le voisin. Oui. Je me souviens que mon père... D'où vient votre passion pour l'informatique au regard de vos origines que vous décrivez comme étant extrêmement modeste? Moi, ma passion pour l'informatique vient du fait que, venant d'une famille très pauvre, j'ai toujours refuté la pauvreté. Excellent. J'ai toujours pensé, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai craigné à accoucher. Mais heureusement aujourd'hui je suis enceinte, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai rempli beaucoup la vie. Congratulations. Donc j'ai vraiment craigné à faire venir une personne au monde parce que je ne voulais pas que cette personne vienne dans les mêmes conditions dans lesquelles je suis née. Ayant toujours refuté la pauvreté, je me suis demandé comment je peux faire pour que mes enfants ne vivent pas la pauvreté que j'ai vécue. Donc j'ai scanné un peu l'environnement, j'ai vu des cousines qui avaient fait des études de droit mais qui chômaient. J'ai essayé de me dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être à l'abri du chômage? Je me suis dit, il faut que je fasse un travail qui peut me permettre, moi, de pouvoir m'auto-employer. Et j'ai regardé un peu l'informatique, j'ai vu que ça évoluait et que ça allait continuer à évoluer. Je me suis dit que si je fais dans l'informatique, ça veut dire que je serai dans l'actualité. Dans la constance. Voilà. Étant donné que c'est quelque chose que les gens vont de plus en plus utiliser, du coup, je pourrais m'auto-entreprendre. C'est comme ça que j'ai décidé de faire l'informatique, d'une part. D'autre part, ma grande sœur avait un petit ami qui était, c'était un Européen qui était ingénieur en informatique. Et non, je ne vais pas dire qu'il était ingénieur en informatique, mais je sais qu'il était fort dans les ordinateurs, ce qu'on savait à la maison. Et lui
quand il y avait besoin d'argent, il lui suffisait de toucher à son ordinateur et l'argent sortait. Franchement, je ne sais pas quelle sorcellerie il faisait, mais je me suis dit que si je m'écris cette histoire, moi aussi je pourrais faire sortir l'argent de là. Et donc voilà comment je décide de faire l'informatique, parce que je me dis, c'est une opportunité pour moi de sortir de la pauvreté. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Danielle Hakimi est une femme accomplie, est une success story? Sur un plan, je me considérais comme une success story au vu des vies que mes activités ont transformées. Oui. Il y a des gens, quand je vois aujourd'hui, je suis vraiment fière de moi et du travail que j'ai fait. Mais j'ai encore, pour moi, à titre personnel, je ne me considère pas encore comme une success story parce que j'ai des archives maintenant à atteindre que je n'ai pas encore atteint. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque concrètement? Est-ce que tu as vu une VX garée en bas? C'est ça votre définition du succès alors? Non, ce n'est pas ma définition du succès, c'est pour ça que je l'ai défini en deux phases. Il y a d'abord l'impact que ce que je fais a sur les autres, qui est la première phase de succès que je considère avoir déjà atteint. Oui. Aujourd'hui, même si je dis Genius, c'est fini, je divorce de Genius, je sais que j'ai déjà fait le boulot qu'il fallait faire parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées derrière, s'inspirant de cela. Il y a beaucoup d'enfants qui ont profité de ça. Donc pour moi, c'est déjà un accomplissement. Maintenant, il y a un autre accomplissement personnel, ce qui me faut plein de VX, tu vois, que je n'ai pas encore atteint. D'accord. Ouais. Alors, quelles sont les difficultés de l'entrepreneur que vous êtes? On sait, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile pour une femme d'être entrepreneur? En tant que femme, cette fois-ci. Bah, moi, je n'ai jamais été homme, donc je ne peux pas vraiment comparer si c'est plus facile pour une femme ou plus difficile pour une femme. Oui. Mais je sais qu'en tant que femme entrepreneur, j'ai eu j'ai profité du fait que je sois femme entrepreneur. Je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes opportunités si j'étais un homme. Par exemple, il y a énormément de compétitions que j'ai remportées qui étaient ouvertes qu'aux femmes. Tout à fait. Donc pour moi, être une femme entrepreneur aujourd'hui, c'est plus... On a par exemple ici... Women in Africa. Non, ça c'est Women in Tech de l'année. J'ai gagné, ça c'est mon seul trophée qui n'est pas encore cassé. Oui. Merci Jean-Pierre Webb. J'ai eu j'ai eu des trophées aux États-Unis, j'ai eu des trophées au Maroc, j'ai eu pas mal de trophées sur le plan national comme international. Et beaucoup de ces trophées viennent du fait que je sois une femme. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité, c'est bien le fait d'être une femme. D'accord. C'est vrai que ça rend un peu difficile, mais ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur que c'est difficile. Une femme dans le milieu professionnel, c'est difficile. Surtout dans le monde informatique qui est... De manière générale, une femme dans le milieu professionnel, ça a quelques difficultés. Je vais te parler par exemple du fait que je sois enceinte maintenant. Les 2 premiers mois de grossesse ont été très difficiles. Je voulais dormir, j'étais fatiguée, des trucs qu'un homme ne ressent pas. Tout à fait. Une femme tous les mois, si elle a des menstrues difficiles, ça fatigue un peu plus. Mais c'est des trucs avec lesquels on apprend à vivre. Et comme je disais, je n'ai jamais été un homme, donc je ne peux pas savoir ce que ça fait. Mais vraiment, je suis fière d'être une femme entrepreneur. Oui. Est-ce que dans le monde informatique, vous n'avez pas été souvent victime de stigmates, de clichés? Tout au contraire. Mais au début de la carrière, ça a été très difficile. Une fois qu'on s'est imposé par son travail, on a plus d'avantages avec une femme dans la technologie que d'être un homme. D'accord. Alors, aujourd'hui, le Mouna Center, ce n'est plus le Genius Mouna. Genius Mouna plutôt. Voilà, désolé. Le Genius Mouna a fait du chemin. Quelles sont les perspectives? Sur quel projet travaillez-vous actuellement? Quelles sont les perspectives? Donc là, on est en train de travailler sur l'implémentation des franchises. L'idée, c'est d'avoir, puisqu'on relance les activités dans nos franchises le 6 juillet, c'est d'avoir une forte représentativité sur le territoire national. Donc on essaie d'ouvrir des franchises un peu partout dans le pays, que ce soit Ngaoundéré, Bafoussam ou au sud. On aimerait vraiment avoir une 50aine de franchises d'ici la fin d'année. Ce sur quoi nous travaillons, et beaucoup en ce moment. Et nous travaillons aussi, on a retravaillé notre plateforme de e-learning de manière à ce qu'elle soit 100% autonome et que l'enfant puisse aisément travailler à la maison avec beaucoup d'interactivité. On a également rajouté du contenu académique
dans nos formations de manière à ce que l'enfant puisse apprendre les mathématiques, le français, les sciences ou la littérature sur la plateforme. Est-ce que vous comptez vous déployer dans la sous-région Afrique centrale ou même dans toute l'Afrique? On espère le faire l'année prochaine parce qu'on voulait le faire cette année, mais on n'a pas pu le faire cette année parce qu'il y a des accomplishments qu'on n'a pas pu avoir l'année dernière, qu'on essaie d'avoir cette année. On essaie en fait d'évoluer par palier parce que c'est pas la demande qui manque. On ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, Daniel Akini, nous sommes arrivés au terme de notre discussion, la mort dans l'âme, parce que c'était très intéressant, votre histoire, c'est une histoire inspirante. Forcément, ceux qui nous regardent vont en tirer de la graine parce que vous partez vraiment de rien pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Move from nothing to something, comme diraient les anglo-saxons. Quel conseil est-ce que Daniel donnerait aux entrepreneurs en général et à la femme entrepreneur en particulier? On ne fait pas l'entrepreneuriat par suivisme, on ne fait pas l'entrepreneuriat pour devenir riche. On se retrouve dans l'entrepreneuriat parce que on a un concept qu'on a envie d'implémenter, dont on est passionné. C'est cette passion-là qui vous pousse à dépasser les difficultés que vous allez rencontrer parce que les difficultés, vous les aurez toujours. Mais s'il vous plaît, n'entreprenez pas parce que vous avez vu le voisin entrepreneur. Entreprenez parce que vous avez quelque chose, un concept que vous voulez défendre. Oui. Une solution à apporter. Une solution à apporter. Ce message vaut pour les deux, pour les entrepreneurs et les entrepreneurs femmes. Je vous ai dit, je ne me considère pas comme entrepreneur homme, je suis entrepreneur tout court. Tout court. Je ne me considère pas comme entrepreneur femme. Oui, je suis entrepreneur tout court. D'accord. Ça m'étonne souvent quand on me pose la question de femme, question de genre. Oui, parce que non, on est tous différents. C'est quelque chose qui m'étonne, je suis tout simplement entrepreneur. D'accord, Daniel, vraiment, on vous souhaite bon vent dans l'implémentation de vos futurs projets. Et merci d'avoir ouvert les portes de Genius Muna, MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Merci beaucoup, je suis beaucoup vos émissions, c'est assez éducatif pour moi et pour les enfants aussi, je pense que je vais bientôt les faire suivre aussi. On a besoin de ce type d'émission en fait qui présente des talents locaux parce qu'on se retrouve souvent en train d'aller voir ce que les gens font ailleurs, alors que localement on a des gens qui font des trucs bien. Merci, ça nous va tout droit au cœur. Merci à tous les internautes qui regardent cette émission. On espère que vous avez retenu le meilleur de cette conversation avec Daniel Akini qui veut révolutionner le monde de l'informatique, surtout laisser un héritage en travaillant les enfants sur le plan du leadership, aussi dans son Genius Muna qui est installé ici à Bonamou-Sadine et qui sera bientôt déployé dans tout le Cameroun dans un avenir lointain en Afrique parce qu'elle compte justement devenir une référence mondiale, pourquoi pas. Un parcours inspirant pour tout vous dire. Laissez vos commentaires et surtout vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain épisode de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur. À très bientôt.